Un homme se fait agresser et du jour au lendemain, il devient un génie des maths. Un autre supplie qu'on lui examine le cerveau parce qu'il sent que quelque chose ne va pas et finit par commettre un massacre. Et un troisième survit à une barre de fer qui lui traverse le crâne et ce n'est plus la même personne. C'est comme si son âme avait changé. Tu penses te connaître? Tu crois que tes choix, ton intelligence, ta personnalité sont profondément ancrés en toi. Et si tout ça dépendait d'un minuscule bout de ton cerveau, un seul choc, une blessure, une pression au mauvais endroit, et tu deviens quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais te raconter 3 histoires vraies, 3 hommes, 3 cerveaux et 3 vies qui ont basculé. Tu sais, le cerveau, ce n'est pas juste une boule de neurones. C'est une carte ultra précise avec des zones pour tout. Parler, bouger, réfléchir, contrôler ses émotions, ses envies, ses colères, etc. Et parfois, il suffit qu'une seule zone déraille pour que tout ce que tu es disparaisse. T'es prêt? Alors, laisse-moi te conter ces histoires. Tu imagines sortir d'un bar, te faire agresser et te réveiller avec un super pouvoir mathématique. Non, ce n'est pas un scénario de film Marvel. C'est l'histoire réelle d'un homme qui, après un traumatisme crânien, s'est mis à voir le monde comme une série de figures géométriques fractales. Et ça a changé sa vie. Jason Paget, l'un des rares humains au monde atteint du syndrome du savant acquis. Un homme banal, devenu un génie grâce à une blessure au cerveau. Jason Paget, c'est un mec comme toi et moi. À 31 ans, il vit à Tacoma, dans l'État de Washington. Il travaille dans un magasin de meubles. Il aime la muscu, les fêtes, les motos. Mais les maths, il déteste ça. Pas vraiment un scientifique, pas passionné d'école, il n'a jamais été considéré comme intellectuel. Mais sa vie bascule le soir où il sort de karaoké. Nous sommes en 2002, Jason quitte un bar quand, soudain, 2 hommes l'attaquent. Ils le frappent violemment à la tête pour lui voler sa veste. Il s'effondre et là, traumatisme crânien. C'est fou. Comment des humains peuvent attaquer un autre juste pour voler sa veste? À l'hôpital, rien de grave détecté à l'IAM. Pas de lésions majeures visibles. Il rentre chez lui. Mais très vite, il remarque quelque chose d'étrange. Il commence à voir des motifs géométriques partout. Quand il ouvre un robinet, il voit des spirales fractales. Quand quelqu'un bouge, il distingue des ondes lumineuses en forme de cercle. Il devient obsédé par les symétries, les structures invisibles du monde. Jason dit: c'est comme si j'avais découvert un calcul mathématique posé sur la réalité. Et ce n'est pas une hallucination. Il peut dessiner ce qu'il voit à la main et ses dessins sont parfaitement mathématiques. Jason commence à étudier les maths pour la première fois de sa vie. Et là, surprise, il comprend tout. Sans formation, sans diplôme, il parvient à maîtriser des concepts complexes comme les fractales, les suites de Fibonacci, les dimensions non entières, la géométrie hyperbolique. Il passe des heures à dessiner des fractales à la main qu'il appelle représentation visuelle de la réalité. Son entourage pense qu'il devient fou. Mais un jour, un professeur de mathématiques voit ses dessins et est abasourdi. Jason est envoyé vers des neurologues
des psychologues et le verdict tombe. Il souffre du syndrome du savant acquis. C'est un phénomène neurologique rare où un traumatisme active des capacités cognitives extraordinaires, souvent dans les domaines artistiques ou scientifiques. Jason vend son magasin, il se consacre à la vulgarisation scientifique, il donne des conférences, dessine, il publie même un livre. Ses œuvres sont exposées dans des galeries et étudiées en cours de mathématiques. Quand j'ai réfléchi à cette histoire, je développe des théories farfelues. Peut-être que le vaste monde de la connaissance, c'est comme un jeu qui a 100 niveaux. Quand toi et moi nous sommes nés, seulement le niveau 1 est débloqué. Et on doit se débrouiller pour débloquer les autres niveaux. Mais les mecs comme Pascal, Newton, Shakespeare, Léonard de Vinci, quand ils sont nés, les niveaux 1 à 50 sont déjà débloqués. C'est pas juste. Regarde Jason. On lui a frappé à la tête et ses capacités cognitives extraordinaires sont débloquées. Ça lui a débloqué genre 10, 15 à 20 niveaux en un claquement de doigts. Quand j'ai réfléchi à cette histoire, j'ai envie de frapper ma tête contre un mur. Qui sait, peut-être que ça va me débloquer des niveaux. Notre deuxième histoire se passe encore aux US. Charles Whitman, un jeune homme respecté, un ancien marine, a commis l'impensable. En août 1966, il est devenu l'un des pires tireurs de l'histoire américaine. Mais ce qui rend son histoire différente, c'est ce qu'on a découvert après sa mort. Une tumeur cérébrale qui pourrait expliquer son changement de comportement radical. Charles Whitman est né en 1941 en Floride, un garçon intelligent, sportif. Il a toujours été respecté par ses amis et sa famille. Dans sa jeunesse, il s'illustre comme un excellent étudiant et un athlète prometteur. En 1961, il rejoint le corps des marines où il est formé et devient un tireur d'élite. Tout semble aller pour lui. Mais peu à peu, les choses commencent à changer. Il devient irritable, colérique, parfois même violent. Des tensions apparaissent dans son mariage avec Cathy. Et il commence à consulter des psychiatres pour des symptômes de stress et d'anxiété. Le 1er août 1966, Charles Whitman, après avoir tué sa femme et sa mère dans leur appartement, se rend à l'université du Texas à Austin où il prend position dans la tour de l'université, un bâtiment de 30 étages. Armé de plusieurs fusils, il commence à tirer sur les étudiants et les passants, tuant 14 personnes et en blessant plus de 30 autres. C'est un carnage. Les autorités peinent à comprendre ce qui pousse un homme à un tel acte. Surtout un homme jusque-là respecté, sans antécédent de violence. Le siège dure près de 90 minutes et Whitman est finalement abattu par la police. Lors de l'autopsie de Charles Whitman, une tumeur cérébrale est découverte dans son lobe temporal droit, juste au-dessus de son oreille. La tumeur mesurait environ 5 cm de diamètre et sa pression sur le cerveau pourrait expliquer certains comportements anormaux. Les médecins sont choqués par la forme de la tumeur, mais aussi par sa localisation. Cette zone du cerveau est liée aux émotions, à l'agression et à la gestion des impulsions. Il est possible que cette tumeur ait provoqué des changements de personnalité, une perte de contrôle émotionnel et un désir de violence. Les scientifiques et neurologues commencent à se demander est-ce que cette tumeur aurait pu être responsable du changement radical dans son comportement? Cette question n'a cessé de diviser les spécialistes. Le cerveau humain est incroyablement complexe. Certaines régions du cerveau, comme les lobes frontaux, sont responsables des fonctions exécutives,
c'est elle qui nous aide à faire des choix, à prendre du recul, à contrôler nos impulsions. La zone du lobe temporal où se trouvait la tumeur de Whitman est liée à l'émotion, à la mémoire et à l'agression. Quand une tumeur touche ces régions, elle peut provoquer des changements comportementaux spectaculaires. En découvrant cette histoire, je n'ai plus envie de fracasser ma tête contre les murs. Peut-être que j'ai plus de chances de devenir un taré que de devenir un génie. Troisième et dernière histoire pour aujourd'hui. Et ça se passe encore aux USA. On est en septembre 1848 dans le Vermont aux États-Unis. Phineas Gage a 25 ans. Il est jeune, fort, intelligent, respecté par ses collègues. Il travaille sur la construction d'une voie de chemin de fer. Son job, faire sauter de la roche avec de la poudre. Il remplit un trou avec de la poudre, rajoute un peu de sable, puis tasse le tout avec une barre de fer. Sauf que ce jour-là, il oublie le sable. Et en frappant directement la poudre, boum, une explosion. La barre de fer, longue de mètres, épaisse comme un balai, s'envole et lui transperce la tête. Elle entre par la joue gauche, ressort par le sommet du crâne. On retrouve la barre de fer 25 mètres plus loin, trempée de sang et de cervelet. Et le plus fou, Gage ne meurt pas. Il reste conscient. Il parle, il mange, il est vivant. Le docteur John, un médecin local, arrive. Il pense que Gage va mourir. Il nettoie la plaie, retire des morceaux d'os et de cerveau. Gage est dans un état critique. Il fait des infections, il délire, il vomit du pus cérébral. Mais après quelques semaines, il va mieux. Il est guéri. Mais alors, pourquoi son histoire est-elle si célèbre? Eh bien, parce que le Phineas Gage qui sort de son lit d'hôpital n'est plus Phineas Gage. Avant, c'était un homme calme, méthodique, sérieux. Après, il devient colérique, impulsif, vulgaire. Il ne tient plus ses engagements, fait des blagues de mauvais goût et se met à dos ses proches. Ses amis disent même Gage n'est plus Gage. À l'époque, on ne sait pas grand-chose du cerveau. On pense même que les émotions et la personnalité viennent du cœur ou de l'âme. Le cas de Gage va tout bouleverser. La barre de fer a traversé le lobe frontal, une zone dont on ignorait le rôle. Mais avec Gage, on découvre que les lobes frontaux contrôlent le comportement, les émotions, les décisions sociales. C'est la première preuve que des zones spécifiques du cerveau ont des fonctions spécifiques. Aujourd'hui encore, son cas est étudié en neurologie, en psychologie et en neuroéthique. Gage ne peut plus garder son emploi. Il quitte le Vermont, il voyage. Il travaille un moment dans un cirque où il montre sa fameuse barre de fer aux spectateurs. Il part ensuite au Chili où il devient conducteur. Curieusement, là-bas, il semble retrouver une certaine stabilité, comme si son cerveau avait peu à peu compensé ses pertes. Mais à 36 ans, il fait une série de crises d'épilepsie et meurt à San Francisco. Des années plus tard, son corps est exhumé, son crâne et sa barre sont envoyés au musée de l'Université d'Harvard où ils sont encore visibles aujourd'hui. Et grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, les scientifiques ont reconstitué en 3D le trajectoire exact de la barre. Ce que Gage nous a appris continue d'inspirer les neurosciences modernes. Phineas Gage n'est pas qu'un cas clinique, c'est une énigme humaine. Il nous rappelle que le cerveau est plus qu'un organe, c'est notre identité. Et qu'un petit changement biologique peut tout bouleverser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.
À la prochaine.